c'est quand je code, quand je tape des lignes de code, c'est de savoir que derrière, ça va améliorer la vie de certaines personnes. C'est que ça va directement toucher, ça va peut-être changer des choses au niveau social, va avoir une nouvelle manière de faire les choses. Et c'est vraiment ça où ça va avoir un vrai impact. Et cet impact, on peut le choisir en fonction des lignes de code que tu tapes. Et ben, c'est toi qui choisis l'impact que tu veux avoir. We Are One Community est une plateforme d'innovation collective qui offre la possibilité aux citoyens et aux citoyennes de construire ensemble des projets d'utilité publique. Véritable espace de réflexion, de proposition et de création, nous nous unissons pour bâtir le monde de demain. Les sujets abordés dans ce podcast représentent les piliers de notre vision. Ils permettent de comprendre le fonctionnement de We Are One et de découvrir des cas d'usage qui en découlent. Ce podcast est donc à visée pédagogique afin que vous puissiez réaliser vos propres projets ou participer aux actions qui vous tiennent à cœur. Je m'appelle Rubens Valsi, je suis le fondateur de We Are One et c'est avec plaisir et passion que je vous partage aujourd'hui un nouveau sujet de réflexion. Salut Antoine. Salut. Tu vas bien ? Ça va bien toi ? Ouais, ça va. Au top. Merci d'être là aujourd'hui. Mais avec grand plaisir. Je t'ai invité parce que tu fais partie de la communauté We Are One depuis pas mal de temps maintenant. Tu es un jeune porteur de projet. C'est ça, ouais. Donc tu vas pouvoir nous expliquer tout ça dans les détails. On a une petite heure ensemble. On va essayer de faire 30 minutes de présentation de toi, de ton projet. Ouais. De toute l'évolution de ton projet, de où tu en es et de ce que ça va devenir demain. Et puis après, on parlera 30 minutes de manière globale sur les jeunes générations. Vous voulez entreprendre, mais comment faire ? Et puis les gros sujets d'actualité. Donc voilà. Ouais. En plus, oui, il se passe des belles choses, donc il y aura de quoi. Ok, ça marche. Déjà, la première chose que j'aimerais, c'est est-ce que tu peux te présenter pour savoir qui tu es ? Ouais. Alors, du coup, je m'appelle Antoine Tessier, donc porteur de projet sur We Are One depuis pas loin d'1 an, depuis août dernier. Mais alors, avant ça, et avant que je me lance dans le Web3 tout ça, donc moi, j'ai fait un bac S. Et ensuite, je suis allé, au début, j'étais plutôt intéressé par l'électronique, même l'informatique, bon, de manière générale, un peu les technologies. Mais par rapport là où moi j'étais, sur Toulouse, où il y a vraiment le secteur de l'aérospatial, donc c'est très le côté informatique, industriel, électronique. Et donc c'était vraiment ce qui m'a été conseillé par rapport à ce que je voulais faire. Et donc je suis allé dans un DUT génie électrique informatique industriel. Donc c'était cool, franchement j'ai beaucoup aimé, je me suis bien amusé. Mais moi c'est vraiment depuis le collège, je savais que je voulais faire de l'entrepreneuriat. Et dans ce secteur-là, je ne voyais pas vraiment de belles opportunités, vraiment des possibilités d'aller vers l'innovation. C'était juste des toutes petites innovations, des petits changements, mais ça ne m'intéressait pas, en tout cas pas autant. Je le sentais que ce n'était pas autant que ce que je voulais faire. Et ensuite, c'est pendant ce DUT où là, j'ai découvert le Web3. Et là, c'est vraiment le cerveau qui fait boum quand tu découvres tout ça. Comme si révolution. Ouais, mon cousin m'en avait parlé en 2017. Mais je ne m'étais pas plus intéressé. J'ai dit Bitcoin, mais c'est quoi ça va retomber. Mais quand tu ne prends pas le temps d'y aller dedans, que tu vois juste de loin. Donc, mais à ce moment-là, je n'étais pas prêt. Et j'ai vraiment redécouvert tout ça en 2022. Où là, j'ai enchaîné les conférences, écouter des podcasts, aller me renseigner sur les vidéos YouTube, comment ça marche, la blockchain, qu'est-ce que c'est. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai tout découvert et où je me suis dit, OK, c'est là qu'il faut que j'aille. C'est là que ça me plaisait. Les défis qui étaient présentés et ce que les personnes qui en parlaient voulaient faire, je trouvais ça vraiment absolument fascinant. Et donc, je suis rentré à fond dans ça. Et puis ensuite, c'est donc après, à la fin de mon DUT, où j'avais le choix, je voulais continuer en informatique, mais je n'étais pas encore sûr et je venais tout juste de découvrir le Web3. Et j'ai fait un événement, NFT Biarritz, en 2022, mon tout premier, sur une journée. Et moi, j'ai parlé à quasiment personne, j'ai juste écouté les conférences et tout ça. Mais là où je me suis dit, ah ouais, ok, j'arrête mes études pendant 1 an, il faut que j'aille creuser dans ça pendant 1 an, il faut que j'aille à fond, voir ce qu'il y a, voir les possibilités, tout ça. Et donc, c'est là où j'ai fait cette petite année sabbatique et où j'ai commencé mon projet qui est maintenant sur We Are One. C'est là aussi où j'ai rencontré du coup mes 2 associés avec qui on travaille sur le projet. Et ensuite, ça a continué petit à petit ce chemin jusqu'en août du coup 2023 où je t'ai rencontré, où on a commencé à parler et là où j'ai découvert justement We Are One et je me suis dit c'est la plateforme parfaite pour accueillir ce projet du coup sur lequel je travaillais.
Et donc Ok. depuis, voilà, toutes les petites étapes, petit à petit, jusqu'à aujourd'hui. Ok. Pour qu'on ait peut-être une vision aussi, avant qu'on parte sur le pitch du projet Ouais, pendant les 30 minutes, peut-être qu'on puisse avoir une vision aussi de... Moi, souvent, tu vois, le chemin de l'entrepreneur, il est très, très relié au chemin personnel oui. de ta personne. Et du coup, toi, c'est quoi tes valeurs? Enfin, qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Et ça, je suis totalement d'accord parce que justement, en tout début 2022, juste avant que je découvre le Web3, j'ai pas commencé par découvrir le Web3, j'ai commencé par faire un travail sur moi-même, à me dire, ça me plaisait de moins en moins ce que je faisais. Et je sentais que je faisais pas grand-chose, même de mes journées. J'allais juste en cours. Quand je rentrais chez moi, je jouais ou je faisais rien de plus. Et ça, je me suis dit, mais bon, allez, 2022, nouvelle année, je vais aller me confronter à la vie, voir les possibilités. Et c'est après cette réflexion que je suis allé dans le Web3 et dans la Ok. blockchain. Où là, je me suis dit, ah tiens, mais c'est vrai qu'il y avait ce truc de blockchain, de web, de nouveau web. Tiens, je vais aller creuser parce qu'au final, j'ai jamais pris le temps. Et c'est là. Et en fait, c'est parti, oui, de ce côté plutôt personnel, Hmm. développement personnel, où ensuite ça m'a amené vers le Web3. C'est là où je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, c'était par cette voie-là que je voulais la faire. Ok. Et donc, oui, totalement. Et Et après, au du coup, niveau si des. on pense à des valeurs phares qui t'animent dans la vie, qui font que ça te donne vraiment envie d'avancer tous les matins, parce que bah, moi, je connais ton rythme de taf et tu taffes énormément. Enfin, on est Ouais. pareil à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, putain, moi, c'est mon projet, Hubble, qu'on va Ouais. découvrir. Qu'est-ce qui fait, enfin, qu'est-ce qui t'anime là-dessus, c'est Moi, quoi? c'est vraiment le fait que, par exemple, si je reprends le côté informatique, c'est quand je code, quand je tape des lignes de code, c'est de savoir que derrière, ça va améliorer la vie de certaines personnes. C'est que ça va directement toucher, ça va peut-être changer des choses au niveau social, va avoir une nouvelle manière de faire les choses. Et c'est vraiment ça où ça va avoir un vrai impact. Et cet impact, on peut le choisir. En fonction des lignes de code que tu tapes, et ben c'est toi qui choisis l'impact que tu veux avoir et tu transmets un peu ce que tu as envie. Et c'est comme ça aussi que je vois le Web3, où si on revient à Bitcoin, Bitcoin en fait c'est totalement libre, et totalement libre, on a le choix d'y participer ou non. Ça que j'ai trouvé fascinant, c'était que Satoshi, il proposait juste une vision qu'on pouvait suivre ou non. Et je trouve que le Web3 et même le code, c'est un peu la même chose. On va juste proposer une vision et les gens, ils vont choisir d'y aller ou non, de te suivre ou non, Hmm. d'utiliser ta plateforme ou non, Hmm. de suivre ce que tu proposes au monde ou non. Et c'est ça que je trouve vraiment Ouais. incroyable dans le Web3. C'est que là, on a vraiment la possibilité pour n'importe qui de proposer une vision de la société. Parce que le Mhm. Web3, c'est vraiment, ben ça, là, je reprends, c'était Owen Simonin qui l'avait dit dans un TED. J'ai adoré cette phrase. Il disait le Web3, c'est vraiment de la pâte à modeler. Et avec ça, en fait, ça donne des briques où tu peux remodeler la société, l'économie avec les crypto-monnaies, avec Mhm. la finance décentralisée. Et tout ça, je trouve ça super intéressant de pouvoir construire soi-même ces briques, où là on a de plus en plus de petites briques, on a l'IA où il y a plein de manières d'utiliser, Mhm. le Web3, tout ça en fait ça se rejoint. Ok. Et avec ça on peut vraiment chacun proposer sa vision. Donc toi, c'est l'impact que tu es capable d'avoir Ouais, grâce à tes projets que tu mets en place. Et notamment, là, tu as un projet qui est hyper relié au monde de la connaissance. ouais. Donc, on va détailler ça après. Toujours pour continuer sur ce chemin un petit peu personnel, c'est quoi tes objectifs dans la vie pour qu'on puisse comprendre un peu aussi l'ambition de ton projet, pourquoi tu choisis ce genre de projet aussi, mais ça, on comprendra plus tard. Mais du coup, dans ta vie, si tu peux déterminer des objectifs, ce seraient lesquels? C'est pas facile. J'avais commencé justement par là aussi. Je me disais, le plus important que j'avais vu dans le développement personnel, c'était avoir la vision sur 25 ans. Dans 25 ans, où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je voudrais que ce soit ma vie? Quelles sont les valeurs qui sont encore là? Et ça fait 2 ans que je travaille sur ça, un peu moins. Non, si maintenant un peu plus, du coup, on est déjà 2024 passé. Et je suis pas encore sûr d'avoir exactement, mais j'ai l'impression que j'avance sur ça. Donc au niveau des objectifs, je pense qu'il y a vraiment... Alors moi, à la base, ce que je veux vraiment faire, mon grand rêve, c'est de créer vraiment un jeu vidéo, mais un très grand jeu vidéo. Et je voyais, il y a beaucoup de possibilités. Mais pour ça, en fait, cette chose-là que je voulais faire, vraiment quand je serais plus grand, que j'aurais des moyens et tout ça, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant? Et il manquait une base, en fait, il manquait comme ça, la base en fait, que je suis en train de créer aujourd'hui. Ok. C'était des choses comme ça, sur aller plonger dans le Web3, voir comment façonner des sociétés, que ce soit dans la vie réelle,
mais aussi dans le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, on va avoir moi, c'est comme ça que j'ai connu le jeu vidéo, où c'était des petits serveurs, on avait tous des factions sur Minecraft, je me rappelle. C'était vraiment une mini-société, en fait. Et aujourd'hui, les sociétés comme ça, c'est plus juste des propriétaires du serveur avec des petites règles de code. Là, on peut vraiment l'inscrire sur la blockchain, avoir tous les joueurs qui participent. Je ferais ça facilement et c'était un peu comme ça que j'ai commencé. Ok. Donc, niveau taf, au niveau travail, c'est plutôt, enfin, ton idéal, c'était, ou c'est peut-être encore, de créer un énorme jeu vidéo, d'avoir ce genre de produit terminé. Au niveau but personnel, enfin, en termes de... C'est quoi, par exemple, toi, t'es jeune, t'as 24, c'est ça? 21. Ah, t'as 21, pardon, excuse-moi. Ouais, donc t'es encore plus jeune que ce que je pensais. Donc encore plus bravo, parce qu'on va voir ce que t'es en train de faire en ce moment. Et franchement, moi, j'ai jamais croisé des jeunes de 21 qui réfléchissaient à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que t'es là aujourd'hui et qu'on travaille ensemble aussi, que je t'aide au mieux, du mieux que je peux. T'as 21 ans, aujourd'hui, sur Internet, les gens, ils veulent gagner leur premier million. Tu vois, c'est toujours les mêmes pubs, les mêmes, tu vois, le même les trucs qui sont... voilà, chacun fait ses choix et il n'y a aucun problème là-dessus. Gagner de l'argent, moi, ça me choque pas du tout. Toi, tu choisis plutôt le côté impact, de ce que je comprends. Mais gagner de l'argent, c'est aussi hyper important. Il faut payer ses factures au minimum. Mais du coup, toi, tu te situes comment par rapport à cette jeune génération qui est vraiment dans le monde du fast money, où tu viens... Tu viens chercher de l'argent rapide sans forcément, parce que là, pour le coup, dans ces délires-là, c'est de l'e-commerce, etc. Il n'y a pas vraiment d'impact. Hein. Même pas du tout. Et c'est même plutôt dans le sens inverse. Donc, surconsommation. Donc, toi, tu comment par en tant rapport que à jeune l'argent, j'ai un rapport plutôt sain. Moi, j'ai grandi dans une famille plus ou moins modeste. On était bien. Mais on n'était pas non plus richissime. Voilà, on avait, je mangeais très bien. J'ai eu à 13 ans, mes parents ont pu me payer mon ordinateur. Donc ça se passait bien. Mais j'ai eu une enfance vraiment à la campagne où c'était génial, quoi. J'ai vraiment de suite découvert la vie, pas du tout à travers les écrans, à travers la campagne, aller à l'aventure. On allait faire des cabanes avec mes cousins, c'était génial. Et donc, sur le côté argent, j'ai jamais. Je trouvais que la vie qu'on avait eue, moi, je sais que dans 25 ans, peu importe l'argent que je gagne, je sais que c'est cette vie-là que je vais avoir, que ce soit avec mes enfants ou quoi, parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur démarrage dans la vie, d'avoir quelque chose comme ça en contact avec la campagne et tout ça. Mais du coup, par rapport au projet, et même quand je parlais avec des gens, quand je commençais à réfléchir à mes projets, j'étais un peu trop idéaliste. Et c'est comme on me dit, les idéaux, c'est bien, mais il faut faire de l'argent aussi. Mais je pense que les deux peuvent aller ensemble. Et au niveau de l'argent, j'ai pas forcément une grande envie de gagner plein d'argent. C'est pas ta motivation première, des belles voitures. Ouais, pas du tout. Que ce soit pour acheter des belles voitures, des grandes maisons et tout ça, ça m'intéresse pas énormément. Mais par contre, je sais que je vais avoir besoin, dans tous les cas, d'avoir de l'argent, rien que pour réaliser des projets. Et moi, c'est vraiment ça qui me passionne. Et donc, du coup, je vais gagner de l'argent et je ferai en sorte de gagner de l'argent parce que j'ai envie de faire des grands projets qui vont demander beaucoup d'argent. Mais après, je me suis jamais... j'ai jamais de doute sur ma capacité à générer de l'argent. Et puis aujourd'hui, c'est pas du tout ce à quoi je pense. Je pense que c'est qu'est-ce que je vais faire demain justement avec mon code. Comment est-ce que je peux améliorer les choses par rapport au projet. Comment diffuser l'innovation, parce que c'est de ça qu'est le projet. Et voilà, c'est vraiment juste sur la partie projet qui m'intéresse. Et s'il y a besoin d'argent, eh ben, j'irai chercher cet argent. Mais pour l'instant, voilà, je suis ma voie et je continue comme ça. Ça marche. Je te pose cette question parce que pour moi qui accompagne les porteurs de projets, ou même pas que moi finalement, puisque je les intègre à l'écosystème We Are One, pour être mieux. C'est vrai qu'en fonction de la réponse de la personne et de sa mentalité, on va avoir des dynamiques qui vont être complètement différentes. Si l'objectif du porteur de projet, c'est de dire mais moi je veux gagner de l'argent tout de suite, maintenant, ça va être compliqué. et de manière exponentielle très rapidement, c'est pas du tout la même manière de faire, les mêmes étapes que moi je veux impacter mon environnement proche ou le monde entier. Hein. Après, même si toutes les compétences vont se rejoindre à un moment donné nécessairement, mais on va pas forcément y aller de la même manière. Et moi je critique pas du tout d'ailleurs les objectifs de chacun. Ah, parce que chacun est différent. Voilà, exactement. Oui. Quand j'ai découvert que We Are One, c'est une plateforme ouverte où il n'y avait pas d'engagement, je ne devais pas commencer à payer chaque mois tant, que je ne devais pas lâcher 5% du capital et que je pouvais vraiment lancer un projet libre et
pouvoir réussir à vraiment avoir un protocole décentralisé et pas avec derrière, au final, un protocole décentralisé, mais il y a 50%, c'est des investisseurs derrière. Ça marche pas. Et moi, ça, c'était les problèmes que j'avais identifiés dans le Web 2 et que je voulais pas reproduire dans ma solution. Ok. Et donc, quand j'ai vu We Are One, mais ça m'a juste paru comme. C'était de suite, c'était une évidence quoi, Ok. de rejoindre We Are One et d'accéder à un écosystème libre comme ça, Mhm. où je pouvais continuer à avancer dans mes projets. Et en fait, c'était la seule manière pour moi d'arriver à avoir cette chose décentralisée et quelque chose qui soit presque. Bon, je pense pas que ce soit possible, mais de se rapprocher au plus de la neutralité comme ce qu'on peut voir sur Bitcoin. Parce Ok. que c'est un projet où dessus je me suis dit que le projet, je voulais que ça ait un fort impact sur cette chose d'organiser l'information, d'optimiser sa distribution. Et du coup, c'est vraiment de réussir à de mieux en mieux diffuser l'innovation. Mhm. Je trouvais que ça allait. Je suis persuadé au fond de moi que ça va avoir un vrai impact. Mhm. Et je voulais faire vraiment les choses bien. Et donc, je voulais pas me précipiter, à aller de suite rejoindre un incubateur, lever des fonds et au final me rendre compte que maintenant, j'ai 10 investisseurs derrière moi et ça correspond plus à ma vision initiale. Ok. Et donc, je voulais vraiment prendre le Donc, tu temps. avais Et... besoin de clarifier ton Ouais. idée, ta vision, de pouvoir avoir le temps d'en parler et d'échanger sans forcément te presser par des Exactement, steps ouais. à respecter. Ouais. Ça, c'est sûr que nous, on est parfait pour ça, puisque Ouais. c'est ouvert et c'est libre. On est un peu à la croisée des chemins entre l'incubateur, le startup studio, mais de manière beaucoup plus dynamique, puisque n'importe qui peut déposer des idées, n'importe qui peut contribuer à Ouais. l'ensemble des projets, etc. Donc, c'est vrai que c'est une plateforme d'innovation collective, hein, tout Exactement. simplement. Ok, je comprends mieux. Et après, j'imagine aussi le fait de pouvoir être accompagné, coaché, pour pouvoir clarifier tes idées, prendre peut-être les bons choix, les bons chemins. Quel a été un peu ton parcours sur ça vis-à-vis de nous? Ou en tout cas, Euh, comment tu t'es senti ou comment tu te sens? Ouais, c'est ça, parce que au tout début du projet, tout ce projet-là, il sort d'une idée qu'avait eu un de mes associés, et c'est autour de lui à la base qu'on s'était regroupé avec mon deuxième associé, c'était donc Philippe Bois, qui avait en tête cette idée de cartographie. Mhm. On savait pas encore comment la faire et de base lui il avait vraiment cette chose en mode 3D. Moi je me rappelle, j'avais les visuels, j'avais trouvé ça magnifique. C'était des grands bateaux, vraiment comme on voit dans la science-fiction, qui Mhm. naviguent dans l'espace et qui naviguent à travers Mhm. ce Web 3, cet écosystème, cet univers. Et donc ça partait de là. Et ensuite, donc du coup on s'est dit, on a de suite voulu simplifier. Et moi, on n'avait pas exactement la même vision. Eux, ils étaient plus. Après, eux, ils étaient beaucoup plus terre à terre business. Et moi, encore une fois, c'était le reproche qu'on me faisait, que ce soit pas juste avec eux, mais que j'étais beaucoup trop idéaliste. Euh, donc du coup, petit à petit, ça, on a eu le cheminement. On a eu avec mes deux associés, donc il y a eu des hauts, des bas. C'était compliqué. En plus, on était plus ou moins étudiants. Il y en avait qui ils étaient obligés d'aller travailler. Moi, j'avais de la chance. Je pouvais encore continuer à travailler dessus sans devoir me précipiter à lever des fonds, alors que eux, c'était pas leur cas. Ouais. Et donc, par exemple, aujourd'hui, mes deux associés, Philippe, celui qui était à l'origine, aujourd'hui, il peut plus travailler avec nous. S'il avait son autre boîte à côté qu'il était en train de démarrer, vraiment parce que lui, il est designer, directeur artistique. Ouais. Et donc on avait ça, le projet s'est un peu effilé. On avait cette idée de base, faire une cartographie, de réussir à simplifier l'information autour du Web3, avoir ce hub de l'information. Ça, on l'avait dès le début aussi, cette idée de hub de l'information. Mais on voyait pas, moi en tout cas, je voyais pas les choses de la même manière. C'était vraiment de suite sur ce qu'on venait juste de dire là. C'était de réussir à avoir quelque chose de vraiment décentralisé et d'aller au-delà de la simple idée de juste simplifier l'information et par exemple, de permettre juste à des investisseurs de trouver pour pouvoir mieux investir. Moi, j'avais vraiment cette vision et c'était là où on était le moins d'accord, c'était que moi, je voulais vraiment toucher le grand public, mais le futur qui allait arriver dans le Web3. Et eux, ils leur mettre en avant pas le côté investissement, vraiment le côté utilité. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et c'est aussi pour ça que j'ai adoré We Are One. C'est parce que là, j'ai découvert de suite des projets avec une utilité qu'on ne pouvait faire qu'avec le Web3. Sans le Web3, les projets que tu m'as parlé, que ce soit Serenity ou même récemment sur la précarité étudiante, c'est impossible sans le Web3. Avec les technologies. Et c'est ça que moi, je trouve fascinant et que j'ai envie de montrer au grand public. Okay. Et donc finalement, petit à petit, parce qu'au début, tu parlais de Bitcoin. Mais nous, on n'est pas. Enfin, tu vois, moi, jamais je parle de Bitcoin, ni rien, ni quoi que ce soit, puisque aujourd'hui, dans l'écosystème Web3, tel qu'on le connaît, 99,9% des projets sont basés sur la finance décentralisée, quasiment. Et c'est vrai que même comment j'ai démarré We Are One il y a 3 ans, il y
avait strictement personne qui faisait des sujets autres que la finance décentralisée, alors que nous, on était vraiment sur, non, mais l'ADN de la blockchain, c'est de pouvoir aller sur ce monde un peu plus décentralisé, de nouveaux outils, améliorer, donner de l'air à la démocratie, donner de la voix aux citoyens, etc. Et donc, on est allé sur des projets d'intérêt général, pas que la finance décentralisée. Ouais. Et donc, toi, vu que tu t'es reconnu, je pense, en nous, parce que tu es dans le même ADN que ça, même si on a forcément des projets et des sujets finance décentralisée aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas notre ADN de base. Ok, je comprends mieux ton chemin. Bon, bah voilà, on se pitch, tu me pitches ton projet Hubble. En plus, maintenant, là, je Voilà. commence à. Maintenant que tu C'est le m'accompagnes, moment. j'arrive un peu mieux à clarifier. Ouais, Alors, du coup, Hubble, mais comme je le disais, c'était une plateforme conçue pour organiser l'information et distribuer et optimiser sa distribution. Donc, en une phrase, Hubble, ça simplifie l'accès à l'information en cartographiant des écosystèmes de projets. Et donc, ça permet à n'importe qui de pouvoir accéder à de l'information de qualité, pertinente et de manière simple. Donc, une des grandes utilités, donc Hubble, c'est un protocole, c'est une API avec laquelle on va venir communiquer. Et une des grandes utilités, donc cette API, c'est très, le côté API, c'est très abstrait pour du grand public. Mais une des grandes utilités, c'était vraiment cette cartographie. Et donc, notamment, la première cartographie sur laquelle on travaille, c'est la cartographie de l'écosystème NFT, où on vient récupérer des informations sur les projets NFT. Et donc, qu'est-ce que ça permet pour des utilisateurs? Par exemple, on peut avoir, pour un investisseur, il peut aller chercher des informations de qualité pour pouvoir investir de manière éclairée, pour vraiment avoir toutes les informations qu'il a besoin. Ça peut être aussi pour des porteurs de projets, où là, on va travailler avec justement Maïko, où lui va pouvoir identifier des partenaires potentiels pour collaborer très facilement avec la cartographie. Mais ça peut être aussi, et ça, c'était la grande cible que je ne voulais pas qu'elle soit oubliée, et c'est ce que je reprochais plus ou moins à mes associés, c'était la cible, juste les curieux, en fait, ceux qui veulent découvrir ça, le grand public, même si aujourd'hui, la plupart des gens viennent pour investir. Il faut qu'on soit honnête, mais je reste persuadé que dans le futur, les gens vont venir pour comprendre l'utilité et la valeur. Qu'est-ce que ça apporte? On en entend parler partout, mais qu'est-ce que ça apporte vraiment le Web3? ok. Et c'est ça qu'on va mettre en avant. Et donc pour les curieux, juste de pouvoir naviguer à travers cette cartographie et de découvrir le Web3, la valeur des projets, leurs utilités et leurs cas d'usage. Ok, ça marche. Donc, on va faire comme quand on fait toutes les semaines, quand on se téléphone et qu'on essaye de t'accompagner. On va essayer de reclarifier le projet pour que tout le monde puisse bien comprendre, parce qu'il y a plein de choses différentes et on sent que tu es ultra passionné par ce que tu fais et c'est ça qui est génial. Ouais. Et du coup, ça t'emporte et il y a tellement de sujets différents à aborder. Et en même temps, il faut réussir à recentrer l'idée sur l'essentiel et faire en sorte que n'importe qui, monsieur, madame Dupont, écoute et se dise « Ah, mais ça peut me concerner ». En gros, tu souhaites sourcer tous les projets, alors les projets de NFT, mais ça pourrait être n'importe quel autre type de projet. Alors les NFT, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des formes de tokens qui sont utilisés dans le monde du Web3, de la crypto-monnaie, etc. Mais ça peut prendre d'autres noms. Et en gros, chaque NFT correspond à un projet. C'est un peu comme si on décidait que je crée un projet pour monter des meubles et je décide de créer une sorte de monnaie ou d'actif matériel ou immatériel qui est relié à ce projet-là et qui montre que je fais partie du projet, que je peux intégrer le projet, voter, etc. Toi, les gens aujourd'hui, ils investissent dans les crypto-monnaies, ils investissent dans les NFT. Et toi, ce que tu dis, c'est que, en fait, vous ne savez pas forcément où investir. Vous ne savez pas forcément dans quel projet NFT investir de manière assez sereine en se disant j'ai des vraies informations sur le projet, parce qu'il y a plein d'informations sur les projets sur Internet, mais du coup, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, si c'est bien, c'est totalement pas bien. dispersé. Il y a chacun qui va utiliser Discord, Telegram, Twitter, chacun le présente à sa manière. Il y a trop d'infos. Il y a trop d'infos et beaucoup trop éparpillées. Donc toi, tu sources les différents projets, tu rassembles les informations. Autour de toi, tu as une communauté qui vient checker les infos et qui dit là, c'est validé, l'information, elle nous paraît claire, sensée et pas fake. Et après, derrière, tu cartographies ça de manière sympa et avec un petit effet waouh. C'est ça, sur une sorte comme si on était dans l'espace avec différentes planètes qui se relient les unes entre les autres pour dire, tous les projets-là se connectent pour X raisons.
Et si on clique sur une planète, ça correspond à un NFT, ça correspond à un projet et on a toutes les infos du projet. C'est ça. Et on peut se dire, bah tiens, je vais plutôt investir sur ce projet-là parce que c'est plutôt dans un environnement qui me correspond, ça correspond à mes valeurs, où j'ai confiance. Donc toi, tu veux générer cette confiance autour de l'information des projets NFT Ouais. et en même temps cartographier, les sourcer et les cartographier grâce à ta technologie ou en tout cas à ton projet Hubble. Donc, si on résume, tu as quels sont les différents types de personnes, en tout cas, quels sont les différents cas d'usage de ta solution Hubble? Quels sont les personas? Les personnes, je pense que les 3 principaux, c'est les 3 que j'ai cités. Ça va être, là, ça, c'est vraiment le tout premier qu'on avait vu, c'était les investisseurs. C'est ceux qui, aujourd'hui, sont vraiment à la recherche de cette information. Et même, je le voyais, il y a même des investisseurs grand public. Ils vont investir parce que quelqu'un leur a dit, mais ils vont même pas aller chercher l'information. Alors que là, au moins, il y aura juste en 2 clics pouvoir accéder aux informations de base. Et en plus, on a fait un gros travail sur tous les titres et tout ça pour que, même si nous, on va rassembler beaucoup d'informations, on va bien l'optimiser, l'organiser pour que la base soit très facilement accessible. Et ensuite, si on veut aller dans le détail, on peut. Mais si on veut pas aller dans le détail, on peut avoir directement toutes les infos Ok. essentielles. C'est ça qu'on voulait, Donc, qui était très premier important. Donc, profil, premier, les investisseurs, les gens qui se disent dans quoi je dois investir et comment je peux investir et Ouais. c'est quoi ce projet. Exactement. Ok, Ensuite, deuxième le profil. deuxième, ça va être les porteurs de projets, où eux, ils vont avoir un avantage à être sur cette cartographie. Ça va être super intéressant au niveau visibilité. Et surtout, ils vont pouvoir beaucoup plus facilement identifier quels sont les autres projets dans le même domaine. Ou même dans des domaines, dans d'autres secteurs, mais qui peuvent avoir des ressemblances. Donc pour trouver soit des concurrents ou même tout simplement des partenaires. Ok. Et c'est là où ça rejoint un peu Maïko et les idées que tu avais, de pouvoir, si en plus derrière ça, en plus de pouvoir identifier facilement des collaborateurs, on peut identifier les synergies et les échanges de valeur entre ces projets. Mais là, c'est vraiment top pour les porteurs de projets et c'est une plus-value incroyable pour eux. Ok, donc là, deuxième profil, je suis porteur de projet, je remplis mon projet dans ta cartographie, dans Hubble, et là, je vois assez rapidement quels autres projets se relient à moi C'est ça. et avec lesquels je pourrais potentiellement collaborer, etc. Ce qui est hyper important quand on est porteur de projet en plus dans le monde des NFT, c'est que chaque NFT correspond à un projet, donc chaque projet correspond à un écosystème. Ouais. Dans un écosystème, il y a des clients, il y a des partenaires, il y a des investisseurs, etc. Et ce que veulent souvent les gens, c'est se connecter aux autres écosystèmes Ouais. pour pouvoir aller capter de la valeur. Et ça intéresse tout le monde. Donc ça, effectivement, c'est hyper important et c'est hyper fort, je pense, dans ton projet et dans ta proposition de valeur. Et du coup, le troisième, c'était quoi? Et donc le troisième, ça va être tout simplement les personnes curieuses. Ça va être le grand public, une personne qui va venir découvrir l'écosystème NFT, qui va se dire, ok, on m'a dit qu'il fallait investir là-dedans, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais là, je parle pas de la technologie, je parle vraiment de le cas d'usage. Parce qu'on va dire partout, ouais, mais la blockchain, le Web3, les NFT, ça révolutionne tout, il y a plein de cas d'usage. Et pour les expliquer, on va dire, on va parler de la technologie. Les gens, quand tu l'as expliqué, ils vont dire, mais voilà, ça fait des cas d'usage parce que la technologie, c'est ça. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut le montrer aux gens. Comment il faut le montrer? C'est que ça fait des cas d'usage parce que les voilà, les cas d'usage. Ils sont là et on les met devant vous. Et c'est ça que moi je trouvais, c'est ça qui m'a donné le plus de force à faire ce projet. C'est vraiment de réussir à montrer aux gens les cas d'usage concrets, quelles sont les utilités. Et c'est comme ça, je pense, qu'on arrivera à faire comprendre pourquoi c'est une révolution Ok. et pourquoi ça change les choses. Et pas juste en expliquant la technologie. Donc troisième profil, Moi, grand on a appelé public, ça, les ouais, gens les normaux, curieux. les curieux, ouais, c'est très bien. Les curieux qui essayent d'en savoir un petit peu plus sur le monde des NFT, c'est quoi un NFT, à quoi ça sert, et effectivement, quels sont du coup les différents cas d'usage. Vous allez sur votre cartographie sélectionner des projets qui ont déjà de certaines valeurs ou un certain ADN, ou vous allez vraiment être en mode, tous les projets qui existent vont être analysés par et après, vous choisissez. Il y a une sorte de charte éthique un peu des projets que vous allez choisir ou Alors, du coup, le fonctionnement, nous, ce qu'on voulait faire, du coup, c'est vraiment ce hub de l'information. On voulait que ce soit un hub communautaire, décentralisé. Donc, ça va être justement, tu as dit le bon mot, c'est des contributeurs qui vont apporter de l'information, qui vont référencer les nouveaux projets. Ok. Et aujourd'hui, justement, sur tout ce process de comment valider un projet, ça, c'est en cours de réflexion. Aujourd'hui, nous, c'est fermé.
Hubble, les projets, on les choisit parce que aujourd'hui, il ne faut pas non plus qu'on se mente. 99,99% Bah, c'est ça. des projets sont pourris. Et si on commence à mettre ces projets en avant, ça colle pas avec ce que nous, on veut faire avec ce projet. Et donc aujourd'hui, on est vraiment fermé. Moi, les personnes qu'on va référencer, c'est par exemple, notamment par exemple, dans l'écosystème français. Moi, j'ai fait pas mal d'events NFT. C'est des gens que je suis allé rencontrer en vrai, où je suis allé comprendre leurs projets, je vais comprendre les valeurs qu'ils ont derrière, etc. Mais plus tard, donc on a réfléchi parce qu'il va y avoir différents niveaux. Par exemple, il y a des projets qui veulent se référencer, mais ils sont peut-être qu'au stade d'idéation. Il y a des projets qui seront beaucoup plus avancés. De pouvoir juger ça, c'est compliqué aujourd'hui. Donc on essaie de trouver des mécanismes à mettre en place pour pouvoir décentraliser cette validation des projets et pour pouvoir réussir à la fois avoir des projets qui sont solides, qui sont valides et où on n'a pas peur de les avoir sur la plateforme pour pas mettre des projets nuls, mais à la fois donner leur chance aux plus petits projets. Donc ça, je réfléchis, par exemple, on avait imaginé dans la lignée un peu de ce que tu me parlais de scoring, de mettre des scores sur des projets, des ranks, j'avais imaginé un peu dans le lore Hubble, c'est de dire un projet, par exemple, un projet, ça va être un atome, ça va être le stade le plus petit, une idée. Le projet, ça peut être au stade d'un écosystème où il va commencer déjà à avoir des partenaires, etc. Et on avait imaginé comme ça, avec une échelle, comme ça, en partant de l'atome, ensuite les molécules, et avoir une échelle de plus en plus grande pour montrer le stade d'évolution d'un projet, et où ça montrait aussi les risques. Parce qu'un projet, peut-être qu'au début, on pourrait investir pour pas cher, mais il y a plus de risques. Tu as des concurrents sur ça, comme ça sur Hubble? Sur le côté scoring, sur Hubble de manière globale? Sur Hubble de manière globale, comment je vois le projet, j'aime bien dire que Hubble n'a pas de concurrents, mais que des partenaires potentiels. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est pas juste dire, parce qu'il y en a plein qui vont faire de l'agrégation de données, par exemple, pour des investisseurs, il y a plein d'outils. Moi, je pense à Dune Dashboard, qui est un excellent outil d'analytics, où on a plein de tableaux, de graphiques et tout ça. Moi, c'est beaucoup trop compliqué pour du grand public, mais pour des investisseurs, c'est mieux que ce que nous, on veut produire sur Hubble. Mais sur Hubble, ce qu'on veut pas faire, c'est on va pas juste dire on va faire mieux que tous les outils qui existent. C'est juste pas possible. Et c'est pas du tout réaliste. Donc, ce qu'on veut faire, c'est dire à ces outils, regardez, on a créé un protocole ouvert, décentralisé. Rejoignez-nous, proposez vos services dans le protocole. Et le fait que ce soit un protocole, mais ça veut dire que la valeur, en fait, on ne va pas avoir une entreprise et eux, ils vont travailler pour notre entreprise. Non, ce qu'on va avoir, c'est qu'on a un protocole et chacun est un contributeur. Moi, je ne suis pas le porteur, je ne suis pas le leader du projet, je suis peut-être le premier contributeur avec mes deux associés, les 3 premiers contributeurs. Et on veut vraiment construire un écosystème comme ça, avec juste des contributeurs, et petit à petit faire construire ce protocole ensemble. Du coup, ton business model, c'est quoi? Alors du coup, au niveau du protocole en lui-même, va y avoir forcément, il faut des frais pour gérer les infrastructures, des choses comme ça. Et donc, il faut qu'à un moment, il y ait une rentrée d'argent. Et donc, on a pensé à un mécanisme, parce qu'en fait, il y aura différents mécanismes basés sur la blockchain. Notamment les places de marché, marketplace, pour faire transiter la donnée. Et donc, il va y avoir celui qui va venir vendre de la donnée. Ça va peut-être être un contributeur, soit ce qu'on appelait les diggers ou les data providers. Mais par exemple, un Dune Dashboard, ça va plutôt être un data provider. Il va fournir de la donnée en API contre un paiement. Et donc, ceux qui vont venir chercher cette donnée, nos utilisateurs, ils vont venir acheter cette donnée sur la marketplace. Et nous, on va récolter des frais pour tu prends une commission, sur les comme une échanges de commission. Ok. Tu as déjà réussi à avoir à faire un BP, sur un prévisionnel sur ça, ou tu es en train de travailler dessus? C'est tout le travail de ces dernières semaines, et même là avec ce qu'on a fait ensemble, où j'ai commencé par faire le white paper, expliquer vraiment la vision et comment on fait pour organiser l'information. Ça, c'est ce qu'on a appelé le Hubble Paper, donc un standard où en fait on s'est inspiré tout simplement du white paper, vu que c'était quelque chose de commun, c'était comme ça qu'on présente les projets, mais tous les white papers ne sont pas standardisés. Donc nous, c'est ce qu'on a voulu faire, un standard qui se base sur ce principe de white paper, cette coutume qu'on a dans le Web3. Et donc on a ça, et ensuite, on était sur... Bilan prévisionnel. Ah oui, donc du coup, le white paper, notre white paper qui explique ça. Et ensuite, là, maintenant, la partie d'après, ça va être de gérer comment faire de l'argent avec ce business plan qu'on va faire. Ok, ça marche. C'est drôle parce que ton discours, il évolue énormément en fonction des semaines et des mois aussi, tu vois.
Alors, à chaque fois, j'essaye de dire recentre, Ah, mais ça, simplifie, c'est vraiment le plus dur. pour qu'on puisse en 2 mots comprendre à quoi ça sert. Donc, finalement, toujours partir des cas d'usage, hein, les Ouais, personas, les 3 personas, l'investisseur, le curieux, le porteur de projet. Qu'est-ce que j'y gagne quoi, à être sur Hubble? C'est ça, hein, ton ouais. projet. Il faut expliquer ça dès le départ. Mais c'est un exercice qui est hyper long, qui est Mais hyper, ouais, je me. qui est très chronophage aussi. Ouais, Parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ça demande une charge, enfin, c'est une charge mentale mais qui est impressionnante. qui est énormissime de réussir Ouais, ouais. à calibrer son projet et à expliquer un projet qui est quand même de base assez, qui est très innovant. Enfin, très innovant, oui et non, mais dans un secteur en tout cas où ça n'a pas encore vraiment été utilisé. Et puis derrière, en plus de ça, tu as une vision, et j'aimerais bien aussi qu'on aborde ce sujet-là, c'est que oui, tu as la vision de cartographie des projets NFT, Hubble, tout ça, c'est cool. Mais tu as aussi une vision de comment mieux partager la connaissance, comment mieux libérer la connaissance, comment mieux sourcer la connaissance. Enfin, il y a une vision qui est beaucoup plus grande derrière tout Ouais. ça. Donc, j'ai une petite question avant ça, c'est de dire, tu parles de NFT, mais les NFT, par exemple, imagine demain, ça change de nom ou on n'en parle plus. Qu'est-ce qui se passe pour Hubble? Je parle de NFT parce que c'est la première, justement, cette cartographie de l'écosystème NFT. C'était notre première manière qu'on avait et la première manière que j'ai aujourd'hui de montrer comment on peut exploiter ce hub de l'information, par exemple, pour faire une cartographie. Et aussi, bien sûr, le hub de l'information, nous, la vision qu'on a, c'est d'aller sur tous les domaines. Mais il faut qu'on commence quelque part. Et les NFT, moi, c'était la première chose quand j'ai découvert le Web3. C'était les premiers cas d'usage qui m'ont vraiment impressionné. Tu seras capable de shifter rapidement. Imagine, hein, je dis n'importe quoi. Tu démarres ton sourcing d'infos et de projets, Ouais, tu as ta communauté de contributeurs et de devs avec toi pour faire ta première cartographie. Tu es en plein POC ou MVP. Et là, pour X raisons, la hype ou j'en sais rien, hein, ce qui se passe, mouvement de marché ou mouvement de mode et de ouais. tendance, le NFT disparaît. Est-ce que tu seras capable de shifter assez rapidement pour pas perdre tout ce travail de sourcing en amont? Mais alors, sur le sourcing en lui-même des projets, par exemple, si imaginons, on a récupéré des informations sur le projet Bycie, Bored Ape Yacht Club, qui est la plus grosse collection NFT. Imaginons que demain, juste elle meurt comme ça. Les informations en elles-mêmes, du coup, elles seront plus là et elles serviront Ouais. à plus rien. Mais le plus gros travail, au final, c'est pas tant sur ce côté aller chercher l'information. Le plus gros travail, et là où on s'est cassé les dents avec mes associés, et surtout avec Antonino, où on a beaucoup travaillé sur ça, c'est sur ce Hubble Paper. Réussir à standardiser comment expliquer l'information. Et aujourd'hui, en fait, c'est divisé en modules. Donc, on a des modules standards. Et que ce soit pour un projet NFT ou pour un projet crypto, que ce soit un projet pour un autre, ben les modules, ils restent les mêmes. Et le travail à l'origine, il est là. Et lui, il ne va pas être perdu. Mm. Et que ce soit... et de toute façon, ce travail-là, on le réutilise dans tous les projets. C'est comme ça qu'on explique, c'est comme ça qu'on organise l'information. Et donc, même s'il y a une partie de l'information qui ne nous sert plus à rien, le vrai travail que nous, on a fait, c'était ce Hubble Paper. Et l'information en elle-même, mais de toute façon, c'est comme on le voit depuis le début de l'humanité. L'information, ça va, ça vient. Il y a des choses qui vivent, des choses qui meurent. Ça, c'est normal. Mais je pense que oui, on pourra pivoter parce que justement, c'est tout le principe à la base du projet, d'arriver à standardiser ça. Et donc, une fois qu'on a le standard, et ben, le standard, tu l'appliques sur n'importe quel projet, sur n'importe quel domaine. Ok. Et donc, petit à petit, ben, c'est ça notre but. Là, aujourd'hui, on a créé des modules qui sont plus ou moins spécifiques à l'écosystème NFT, même s'il y en a qu'on peut déjà réutiliser dans d'autres écosystèmes comme la crypto-monnaie, ou comme la DeFi, ou les organisations autonomes et décentralisées, les DAO. Et le but, c'est d'agrandir petit à petit cette bibliothèque en coopération directe avec notre communauté, avec les porteurs de projets, parce que ça, c'est ce qu'on s'était dit aussi, c'était que ceux qui sont le plus à même de réussir à amener ce projet là où on veut l'amener, ben c'est directement les porteurs de projets, c'est les communautés, parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur propre projet, leur propre écosystème. Et donc, c'est un travail qu'on fait depuis toujours, et je pense qu'on fera pendant tout le temps. Ça, c'est un travail qui sera tout le temps là. Ça marche. Intéressant. Moi, de toute façon, comme je te l'ai dit dès le départ, hein, on a effectivement ce travail qui complète un peu le tien d'une certaine manière, puisqu'il y a le projet Maïko qui sort, Complètement, ouais. qui est là pour connecter. C'est un peu le Tinder des projets, hein, nous, c'est simple. Hein, donc,
L'amour entre projets, tu le retrouves parce que quand tu peux mutualiser des coûts entre les projets ou créer des synergies et des nouveaux services, en gros, c'est ça qui t'intéresse. Ouais. La grande problématique quand on a un projet, c'est de savoir avec qui on peut collaborer et de contacter les autres porteurs de projets pour dire j'aimerais bien collaborer avec toi, mais souvent il y a un rapport de force parce que toi tu démarres, eux ils sont déjà gros, donc tu vois. Donc en fait, ça fait louper des opportunités à tout le monde. Et nous, effectivement, c'est de pouvoir proposer cette connexion très rapide entre les projets. Et surtout que l'IA, là c'est plutôt de l'IA, soit capable d'identifier et de faire des recommandations automatiquement pour les différentes collaborations entre les projets. Et donc, on a besoin de cartographier nos projets. Et donc, effectivement, si Hubble sort assez vite, on utilisera certainement ta carto avec grand plaisir. Ok, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Par quand on va démarrer? Et là, je peux peut-être enchaîner. Tu m'as dit tout à l'heure, on parlait de la vision du projet. Je pense que ça fait une belle transition. C'est que Hubble, aujourd'hui, on est concentré sur cartographier des projets. Mais le but ensuite, c'était que nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était arriver à... Et bien ça, d'ailleurs, tu m'as transmis une partie de l'idée et tu m'as fait commencer à démarrer la réflexion sur ça. C'est de réussir à cartographier l'innovation de manière globale. Et donc, si d'un côté, on a les projets qui représentent le futur, eh bien, il y a aussi toute la connaissance qui est très importante. Et ça, ce sera un peu la deuxième phase de Hubble, c'est qu'une fois qu'on a cette cartographie des projets, eh bien, on va aller plutôt vers de la cartographie de la connaissance. Là, c'est réussir à... Bon, alors là, ça va être encore plus brouillon que le pitch d'avant. Là, on part dans le dur. Là. Mais c'est cartographier la connaissance, donc ça veut dire économie de la connaissance, comment valoriser la connaissance, comment... Réussir à... Ouais, mais c'est un peu... dans l'idée, c'est un peu Wikipédia, mais en moderne, on va dire. Ouais. Et en plus personnel aussi, par rapport aux gens, parce que chacun a sa propre vision de la connaissance, ses propres processus cognitifs et tout ça. Et c'est ça un peu la suite logique du projet, ce qu'on veut faire. C'est réussir à faire ça et mais ça, je travaille... Vision long terme. C'est la vision long terme. Ouais. Ça, j'ai commencé à voir avec... si vous connaissez Zettelkasten, intéressez-vous-y. C'est une méthode de gestion de la connaissance sur laquelle on va baser le futur et cette cartographie de la connaissance qui est super intéressante. Compliqué d'expliquer aujourd'hui, mais si vous êtes curieux, allez voir ça. Mais ils sont curieux les gens. Mais ouais, ça commence à devenir technique. Après, ouais, non, la connaissance, c'est hyper important, je pense. Et tu sais, moi, je suis hyper focus là-dessus depuis longtemps. Et d'ailleurs, on a pas mal échangé sur le sujet. Si tu veux, c'est l'enjeu majeur, à mon avis. C'est un des enjeux majeurs du monde de demain, puisque si tu n'es pas capable de la partager, cette connaissance, il ne peut rien se passer. Tu as des inégalités faramineuses entre les différentes populations, cultures et autres. Et très souvent, c'est lié à un manque de connaissances d'une partie ou d'une autre. Donc, il faut réussir à créer ces outils. Il faut réussir à aussi valoriser la connaissance. Et en même temps, valoriser cette connaissance, c'est aller vers une capacité à mettre en avant d'autres formes d'échange de valeurs. Parce que aujourd'hui, ce qu'on échange, c'est des valeurs financières majoritairement. Oui. Donc, on va échanger de l'argent, on va s'échanger des services, etc. Seulement, tu vois, par exemple, toi, quand tu vas créer ton projet, tu vas créer un écosystème avec des gens, des partenaires et autres. Et tout ça, ça va générer un maximum de connaissances et de capacité de libération de la connaissance. Et ça ne va pas forcément être valorisé sur ton bilan comptable, tu vois, à la fin de l'année. À la fin de l'année, on va regarder tes recettes, tes charges, et on va dire, voilà, ta boîte, elle vaut tant. Et l'enjeu aussi, c'est de pouvoir amener et de valoriser la connaissance à un autre niveau et de dire, finalement, ton écosystème, peut-être qu'il ne gagne pas d'argent, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais par contre, il a une capacité d'impact en termes de libération et de partage de la connaissance qui est phénoménale, et ça vaut de l'argent, et ça vaudrait peut-être l'équivalent de temps. Oui. Tu vois, et ça, c'est le next step. C'est le next step, mais toujours pareil, ça passe d'abord par des petits cas d'usage, très concrets, très précis, compréhensibles par tous, très simples à comprendre, qui font partie du quotidien des gens, et qui, petit à petit, vont amener une sorte de preuve de concept, et qui, après, pourra être dupliqué, scalé dans d'autres domaines d'activité de manière beaucoup plus générale. C'est un peu le travail de Maïko, d'une certaine manière. C'est un peu le travail aussi, tout le travail que je fais de We Are One.
Et puis en plus, ça amène à plein d'autres questions parce que quand tu vas commencer à, là on rentre dans le beaucoup plus technique, quand tu vas commencer à réfléchir à propos de ce sujet de la connaissance et des échanges de valeurs entre différents projets ou différents écosystèmes, tu vas aussi pouvoir te dire que ben, tu vas pouvoir échanger des valeurs d'impact, tu vas pouvoir échanger l'impact social, impact environnemental, impact économique, ce que tu veux. Tu vas pouvoir échanger des valeurs de connaissance, les bonnes pratiques entre différents projets et autres. Mais c'est hyper dur à mesurer parce que ce n'est pas des chiffres, tu vois, ce sont des valeurs qui sont fluctuantes Exactement. constamment dans le temps. Donc il faut être capable d'inventer des outils de mesure qui vont être capables de mesurer de manière très précise ou de manière en tout cas statistique la valeur d'impact que tu as dans ton écosystème, la connaissance que tu as dans ton écosystème. Et ça, c'est un gros challenge. Le gros point. Mais justement, c'est là où on se disait, quand on avait des échanges, que les deux projets, en fait, c'est sur cette vision commune qui se rejoignent. C'est réussir à cartographier l'innovation et à pouvoir la mesurer son impact. Et ça, c'est très compliqué. C'est très complexe. Il y aura du boulot. C'est très complexe et en même temps, pas tant que ça. Parce que cartographier des valeurs qui sont fluctuantes comme l'impact ou la connaissance ou autre, en tout cas, mesurer des valeurs fluctuantes, il y a plein de gens qui le font déjà. Tu vas dans l'aérospatial, tu vas pour mesurer la trajectoire des satellites, tu vas dans la physique quantique, il y a plein de cas d'usage. Donc les outils, ils existent. Maintenant, il faut réussir à aller chercher ces gros outils qui sont dans des secteurs assez spécifiques et les ramener pour monsieur, madame, tout le monde dans les cas d'usage du quotidien. Et là, on commencera à être capable. Donc, nous, on va le faire avec We Are One. On va aller dans les labos, on va aller rencontrer des ingés dans l'aérospatial, on va aller rencontrer des ingés à droite à gauche pour justement commencer à partager. Tu vois, le fait de dire que eux puissent nous dire ça existe déjà et qu'on puisse commencer à se dire tiens, ça existe pour faire naviguer vos satellites. Nous, on a envie de mesurer une autre forme de valeur. Est-ce qu'on a une interrelation possible, etc. Donc, il faut qu'on se contacte, quoi, qu'on connecte, et puis après, derrière, qu'on communique, et puis après, qu'on partage cette connaissance-là. Donc voilà, on en revient à la valeur du partage de la connaissance. Le gros challenge, ça va remettre d'adapter ça, parce que là, les secteurs que tu me citais, on est vraiment dans de l'industrie, et si on va plus dans le technique, on est sur des mathématiques. Concrètement, et dans les mathématiques, et c'est pour ça que moi c'était ma matière préférée à l'école, parce que c'est logique. Il y a un résultat, le résultat il est faux, ou il est vrai, ou il est faux. C'est logique. Et là, quand on va aller un peu plus sur, par exemple, sur l'innovation, où c'est à mesurer des impacts sociaux, des impacts sociaux, écologiques, des choses comme ça, il va y avoir des mathématiques. C'est sur une logique floue. Ça s'appelle fuzz logique. Surtout, et c'est ce qui est utilisé pour les satellites. On va toucher un peu au côté philosophique aussi, de savoir quels impacts sont les bons, est-ce que lui c'est vraiment un bon impact. Et c'est là où moi, du coup, j'aimais moins la philosophie parce que je trouvais ça pas aussi logique. Il n'y avait pas que du vrai ou du faux en fait dans la philosophie. Il y avait cette ambiguïté et ça va être, je pense, le plus dur, de réussir à adapter quelque chose qu'on utilise aujourd'hui dans du logique, dans du concret, que ce soit par exemple dans l'aérospatial pour calculer pour faire des lancements de satellites, des choses comme ça. Réussir à adapter ça à des concepts qui sont un peu plus à mi-chemin entre les maths et la philosophie. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas puisque tu as tout ce qui est logique floue, phase logique, donc qui travaille là-dessus pour la robotique, pour l'aviation. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet d'avoir des estimations de grandeur, de grandeur de valeur. Et ça va te permettre justement de travailler plutôt pas sur des chiffres précis, mais sur des estimations, sur des approximations. Donc ça, et en plus de ce qui après derrière, si on va encore un peu plus loin, mais là on commence à devenir très technique, va rejoindre finalement d'une certaine manière aussi l'ADN de la blockchain et de la crypto-monnaie, puisque dans une monnaie numérique, on peut non seulement donner des valeurs financières classiques, mais on va pouvoir aussi intégrer des règles de fonctionnement qui vont correspondre à des valeurs philosophiques, des valeurs démocratiques, des valeurs culturelles qui vont peut-être être différentes entre chaque pays, etc. Donc ça veut dire que, tu vois, finalement,
ce lien entre être capable de diffuser, partager la connaissance, d'aller chercher des nouvelles formes de compréhension de nouvelles valeurs, de les mesurer, et puis en même temps, de l'autre côté, d'avoir des nouvelles formes de monnaie numérique qui permettent aussi bien d'avoir des échanges financiers beaucoup plus rapides, beaucoup plus transparents, décentralisés, mais en même temps que ça, on est capable d'intégrer dans ces monnaies numériques des valeurs morales. Et là, tu te dis, waouh, ça change tout, quoi. Ouais. Ça change toute la dynamique. Et moi, quand j'essaie de l'expliquer aux gens qui connaissent pas encore, qui n'ont pas encore compris, tu vois, l'enjeu qu'il y a derrière tout ça, moi, je me dis, mais allez-y, il faut absolument que vous compreniez ça parce que c'est complètement fou, en C'est fait. que ça, je m'en suis rendu compte avec une phrase. Mais alors, pour comprendre la phrase, il faut déjà tout connaître, ce que tu dis. Il faut être pas loin de s'en rendre compte. Mais en fait, il y a quelqu'un qui avait dit, je n'aurais plus cité quelle personne, c'était un Anglais qui a mis ça sur Twitter. Il disait, la crypto-monnaie, c'est de la coordination sociale. C'est Tout ça. simplement. Et en fait, c'est juste, ouais, ça va pas plus loin. En fait, c'est juste ça. Et cette coordination sociale, on peut l'utiliser de plein de manières différentes, comme tout ce que tu décrivais. Mais au final, en fait, c'est juste simplement de la coordination sociale à l'échelle humaine. Mhm. Et c'est un truc qu'on ne pouvait pas faire avant, parce qu'avant, ça s'arrêtait à l'échelle peut-être d'une entreprise, d'un gouvernement, d'un pays. On n'a jamais jamais pu aller aussi loin qu'avec la crypto-monnaie. Mhm. Et là, je pense que ça va être, parce que là, on n'est qu'au début. Mais je pense, je me demande vraiment comment c'est dans 20, 30, 40 ans. Mais moi, tu Ça vois, va être très je intéressant. pense même pas au côté crypto-monnaie, mais je pense plutôt, finalement, à la blockchain, quoi. Pour moi, Oui. c'est l'outil Ouais, qui oui, te je permet pense d'imaginer ce que de tu veux manière, ouais. derrière. On en a fait des crypto-monnaies, mais on peut en faire plein d'autres choses. Ouais, c'est le nom qui revient le plus. Mais c'est vrai que Exactement, de ouais. manière générale, moi j'aime bien dire Web3. Ouais, Je trouve ou que ça autre, rassemble un peu tout, Mm. mais même si du coup, au final, même si ça rassemble tout, c'est bien, mais au final, c'est fourre-tout un peu. Mm. Bon, mais aujourd'hui, le terme a été un peu trop marketisé, je sais pas si ça se dit, Ouais. mais aujourd'hui, c'est juste un buzzword marketing. Mm. Mais je trouvais que ça représentait bien ça, ce terme Web3. C'est pour ça que d'ailleurs, que j'ai ma petite casquette Web3 Explorer. Ok. J'aimerais bien qu'on vienne sur ce sujet. Tu vois, toi, tu es jeune, tu as 21. Tu réfléchis à des sujets qui n'ont strictement rien à voir avec la majorité des jeunes de 21 Ouais. ans. Comment tu vois cette nouvelle génération par rapport à vos envies? Vous rêvez d'un monde. Moi, je le dis souvent, les jeunes générations, elles rêvent d'un monde qu'elles auront à partir du moment où elles seront capables de se le créer elles-mêmes. Oui. Et j'ai l'impression que vous attendez tellement des adultes ou des gouvernements qu'ils changent les choses, mais personne ne le fera à votre place. Ah oui, Tu oui. vois ce que je veux dire? Mais Toi, alors, t'es entrepreneur dans l'âme et tu bosses énormément, je le sais. Mais comment tu vois, toi, c'est quoi ta vision par rapport à la ça, génération justement, je globale? l'ai compris très tôt. Et ça, je pense que ça vient de mes parents aussi. Où mon père, dans sa jeunesse, il a été beaucoup manifestant. Il a fait beaucoup de manifestations et tout ça. Il se battait souvent il était vraiment pas d'accord avec comment ça se passait les choses. Il s'est rendu compte qu'en fait, il était juste impuissant. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, même moi maintenant, de ce que j'en ai tiré, c'est que je peux pas attendre que ce soit les autres, le monde. Et justement, ça part de ce truc que je parlais de jeux vidéo au début. C'était vraiment mon grand rêve de faire un grand jeu vidéo. Mais en fait, le temps d'arriver à là, ce que j'ai besoin de base, mais aujourd'hui, je sais pas si quelqu'un d'autre va le construire. Donc, c'est de là de ce point de départ que tout part. En fait, je me dis, mais en fait, il faut que ce soit moi qui le construise. J'ai besoin de le construire et c'est le monde, moi, que je veux. Mais après, j'ai l'impression que dans ma génération, il y en a beaucoup je trouve, qui ont perdu espoir ou alors qui sont plus forcément connectés aux enjeux, qui sont très en mode local et qui vont plus aller penser à des enjeux plus grands. Ok. Parce qu'on se dit, les gens, ils ont été très infantilisés. Ils sont maintenant, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde est un peu restreint, peur de bouger. Ok. Et je trouve que c'est un vrai problème parce que ma génération, et pourtant j'en vois qui aimeraient faire des choses, qui ont des envies, mais je pense qu'il y a toujours ce blocage. Il y a cette corde qu'on a qui nous bloque. Et ça, je le remarque dans beaucoup de gens et je sais pas ce qui pourrait changer ça. Moi, j'essaye d'en parler. C'est pour ça que j'essaie de beaucoup parler de mes projets, d'intéresser surtout au Web3. Parce que moi, personnellement, c'est le Web3 qui m'a débloqué. C'est quand j'ai découvert ça que je me suis dit que je pouvais imaginer un monde plus grand que celui qui existe aujourd'hui. Tu pouvais imaginer un autre, ouais, ou C'est le ça. monde qui te fait rêver, C'est ou ça, en ouais. tout cas qui Ouais. correspond à tes valeurs et à je- ta vision je en pouvais pas tant que juste personne de l'imaginer. 21 ans. Je m'imaginais le faire. C'était pas juste je m'imaginais un monde utopique. Oui. C'est que ce que j'imaginais, c'était comment le faire. Et ça, je pense, c'est la grande différence. C'est que j'imaginais pas juste quelque chose de nouveau, j'imaginais les solutions
pour y arriver. Et c'est ça qui m'a fait qui fait le Web3 Ouais. vraiment. Mais ouais, il y a ce problème. Et je sais pas comment. Je pense que ça va aller peut-être au fil du temps, au fil de la démocratisation du Web3. Bah, Ça, je pense ça qu'en va peut-être fait, faire bouger les choses. effectivement, il y a cette démocratisation du Web3, ça fait avancer les choses, mais c'est très très lent, mine Ouais. de rien, parce que il faut se le dire, ça reste quand même très très lent. Les jeunes, j'ai l'impression que vous êtes quand même beaucoup plus dans une dynamique de création d'entreprise à l'heure actuelle, c'est-à-dire que créer son entreprise ou être freelance ou être auto-entrepreneur, c'est de plus en plus Ouais, à la de mode plus en et plus, ouais. ça correspond à vos valeurs aussi, d'avoir envie de changer régulièrement de travail, de ne pas toujours faire la même chose dans votre vie, d'être beaucoup plus libre, d'être plus Ouais. indépendant, de ne pas être forcément relié à une entreprise ou de pouvoir être salarié de temps en temps, revenir à un mode entrepreneur après, repartir en salarié, enfin d'être libre, quoi, tout simplement. Ça, j'ai l'impression, mais mine de rien, vous êtes toujours, comme tout le monde d'ailleurs, contraint à la réalité de l'entreprise. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir la bonne idée. Ensuite, il faut être capable de s'entourer rapidement. Ouais. Là, c'est tous les avantages de We Are One, hein, bien entendu. Ensuite, il faut être accompagné. Parce que autant les adultes, on ne va pas changer votre monde, mais autant, comme moi, j'essaye de le faire avec toi ou avec d'autres, on peut vous accompagner. D'ailleurs, vous essayez de vous faire prendre les bonnes décisions au bon moment. Et puis après, derrière, réussir à lever toutes les barrières de l'entrepreneuriat qui font peur. Ouais, Donc, c'est clairement. tu peux vouloir changer le monde, mais quand tu as peur de démarrer ton entreprise et que tu te dis je ne sais même pas comment faire pour créer mon entreprise, forcément, il ne se passe rien, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est l'objet de We Are One, bien sûr, c'est de créer des outils qui permettent de dire aux jeunes, d'une, vous ne serez pas seul. De deux, ça ne va pas prendre des années pour créer votre projet, parce que là, on va booster votre chemin d'entrepreneur x10. Je pense sincèrement qu'en un mois, avec l'écosystème We Are One, tu fais l'équivalent de 10 mois de boulot. Moi, ce que je l'ai vu depuis que j'ai rejoint, le projet il a pris une courbe plutôt exponentielle. Et en plus, j'ai vraiment pu aller beaucoup plus vite vers ce que je voulais vraiment faire C'est ça. et à clarifier ma vision. Et ça, c'est le gros travail que tu m'aides Ouais. depuis un mois, 2 mois. Parce qu'on aurait fait ce podcast qu'il y a 2 mois, on n'aurait pas pu. On C'était n'aurait pas, c'est juste pas possible. En Ouais. fait. Et ouais, Et, c'est vraiment exponentiel. Ouais. Ouais. Donc Et je pense c'est que le c'est plus ça, c'est important. avoir les outils, avoir les bons Ouais, outils, c'est ça. et puis montrer que ça fonctionne, et montrer pour peut-être toi, après montrer pour un autre demain, et puis qu'à un moment donné ça parle et que les gens se disent ah non mais en fait je peux entreprendre beaucoup plus facilement aujourd'hui en plus parce qu'il y a les Ouais. nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la blockchain qui nous permet de enfin imaginer et de se dire oui je peux mettre en place le monde dont je rêve tout en étant accompagné. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est d'être très rapidement entouré dans ce que tu fais pour pas être seul, se décourager et arrêter son projet ou juste ne pas démarrer son projet. Parce que c'est Oui. aussi ça le gros challenge. Ok. Mais c'était vraiment ce qui manque. Je pense que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui. Oui, c'est les ressources et les outils. Et le fait de savoir, rien que déjà de partager la connaissance autour de l'entrepreneuriat et des possibilités d'aujourd'hui. Parce que oui, en fait, il y en a, je me rends compte, en fait, le plus gros problème, c'est en fait, ils savent pas qu'ils peuvent changer les choses. Et ils pensent, en tout cas, la plupart des gens pensent que la limite, elle sera, elle est, comment dire, elle est là et elle bougera pas. Mais en fait, non, la limite, c'est ce qu'on a l'impression que c'est. Mais en fait, quand on va se renseigner, mais en fait, la limite, par exemple, We Are One, elle enlève une partie de cette limite et il y a d'autres projets, d'autres outils aussi. Et je pense que c'est le plus important de réussir à leur montrer ces outils-là. Moi, tu sais, ce qui me rend fou, c'est que c'est genre quand je vois des groupes de jeunes qui arrivent à se réunir au sein d'associations, de collectifs, de ce qu'ils veulent, et ils sont à ça de réussir, Ouais. vraiment à ça de réussir, parce qu'ils ont fait le plus dur, s'unir, tu vois, pour le même objectif, pour le même projet, Ouais, c'est avec de des loin le valeurs plus communes. dur, C'est ouais. le plus dur. Ouais. Ils ont réussi à s'unir, etc. Un peu comme les manifestants, tu vois, quand Ouais. ils vont à une manif le même jour, la même heure, etc. Ils sont vraiment à ça de réussir. Mais le seul truc qui fait qu'ils ne vont pas réussir, c'est qu'ils n'ont pas les bons outils pour pouvoir faire en sorte que le projet il voit le jour avec un modèle de fonctionnement ultra solide, ultra robuste, Ouais. et que ça puisse après être scalé au niveau national, international ou ce qu'on veut, en fonction de l'objectif du projet, parce que des très beaux projets qui sont très territoriaux aussi, Oui. et c'est nécessaire. Mais vraiment, moi, ça me frustre à un point. Je me dis, mais eux, ils ont tout fait, et en fait, il leur manque juste la dernière step, mais qu'ils n'ont même pas encore conscientisé, tu vois. Oui, c'est ça. C'est que, oui,
Exactement. C'est ce que j'allais En dire, fait, parce ils sont que- tellement dans le truc. Ouais. Moi, je vois des assos et tout, tu vois, ils font des trucs géniaux, mais ils vont juste pas impacter. En tout cas, ils n'auront pas l'impact qu'ils espèrent, tu vois. Ouais. Et à un moment donné, l'asso, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'éteindre. Parce que le directeur de l'asso, c'est lui qui va, président, et c'est lui qui va quasiment tout faire. Il va être hyper fatigué. À un moment donné, la vie réelle, elle va le rattraper. La gestion des enfants, des machins, des trucs. Et puis, pouf, ça s'étouffe. Le projet s'arrête. Et donc, ils n'ont pas conscientisé l'existence de la blockchain, la possibilité de créer des nouvelles organisations décentralisées autonomes, Ouais. comme les DAO, et tous les cas d'usage possibles et imaginables. Donc, c'est un énorme travail de sensibilisation à faire, mais ils sont à ça de réussir leur mission, mais ils s'en rendent même pas compte. Et ça, franchement, ça me frustre un truc de fou, parce que je me dis, alors, c'est notre travail, mais tu te dis, waouh, c'est tellement... Et en fait, et même de manière globale, en plus, tu vois, à tous les niveaux, au niveau des gouvernements, au niveau des ministères, au niveau des relations entre les différents pays, enfin, il manque vraiment pas grand-chose, quoi. C'est Mais ça. c'est pas facile à mettre en place. Mais, surtout, oui, mais comme tu disais, d'en avoir conscience, Ouais. qu'il manque juste cette toute petite étape. Parce que c'est vrai que moi aussi, au final, quand je le vois même dans ma génération, il y a plein de projets d'associations, même des gens qui veulent juste, par exemple, faire un festival ou des choses comme ça. Mais ils arrivent à s'organiser, à mettre en place des choses et tout ça. Et c'est vrai qu'il manque, ouais, tu as raison, ce petit truc, ces outils qu'on découvre au bon moment, Ouais. qui permettent de faciliter, de faire les bonnes Exactement. rencontres, etc. Parce que dès que tu commences à avoir un peu de médiatisation ou un peu d'argent, bah, tu as les effets de... Enfin, l'être humain, il reste être humain. Ouais. Donc, un petit jeu, ah tiens, finalement, ouais, on est une asso à but non lucratif, mais j'aimerais bien quand même avoir un peu plus de pouvoir que les autres. Bah là, il y a de l'argent qui va là, mais comment on pourrait se le distribuer peut-être entre nous sur un certain groupe de personnes. Enfin, toutes les dérives de l'être humain arrivent à un moment donné dans tous les cas, même si on est une DAO ou quoi que ce soit, forcément. Mais sauf que, d'une certaine manière, nous, on peut un peu plus contrôler ces biais et faire en sorte que ce soit plus fluide, que la gouvernance elle soit automatisée, que quand toi, tu es directeur de l'asso ou président de l'asso, le soir, tu puisses dormir sur tes deux oreilles et tu sais que personne ne pourra changer l'ADN et le fonctionnement de ton organisation. Ça, c'est la blockchain, en fait, et cette transparence et le fait qu'on arrive à faire des organisations autonomes et décentralisées, c'est qu'au final, le président, il n'est plus obligé d'être le grand leader qui choisit tout, mais il peut juste être simplement le grand ambassadeur. Et en fait, il peut y en avoir plein d'autres des ambassadeurs. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça que je trouve incroyable. C'est vraiment cette philosophie que je veux mettre dans Hubble. C'est de se dire que le projet, c'est pas une association, un président qui a l'idée et les autres, c'est des suiveurs, mais dire qu'on est un peu tous leaders à notre manière dans le projet. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Ouais. Et je pense que même ça peut, pour des projets, des associations étudiantes et tout, peut y avoir ce biais, comme tu disais, que certains ont du pouvoir, d'autres non et tout ça. Là, ce que ça permet, c'est d'arriver à avoir que tout le monde puisse s'improviser, entre guillemets, leader, un peu à sa manière, apporter ses idées plus facilement, plus fluidement, à travers la DAO. Je pense que ça peut être intéressant et à voir comment ce sera utilisé. Ouais. Du coup, dernier gros sujet, notamment pour tout le monde, hein, bien sûr, mais souvent les jeunes qui essayent de le porter le plus, c'est l'écologie. Ouais. Est-ce qu'on n'irait pas cartographier tous les projets liés à l'écologie? Eh ben, carrément, ouais, c'est dans les prochaines étapes. On avait justement sur lui, on avait 2 axes d'expansion. J'ai expliqué. Okay. Ça, je ne le savais pas. Pour le coup, je te pose la question. Mais non, j'ai parlé rapidement de Zettel, où on va étendre sur un axe qui est le type d'information qu'on va traiter. Jusque-là, on va faire des projets, on va cartographier des projets. Ensuite, on va cartographier de la connaissance, où c'est pas exactement pareil. Il va pas y avoir les mêmes mécanismes. On va pas se baser sur les Hubble Papers, où les Hubble Papers, c'est vraiment pour les projets. Et sur la côté connaissance, que je parlais sur ce Zettelkasten, cette méthodologie de gestion de la connaissance. Et ensuite, le deuxième axe d'expansion, ça va être les domaines. Donc là, on est concentré sur le Web3 et les NFT au début. Mais ensuite, on va aller pouvoir toucher d'autres secteurs cryptiques. Comme l'écologie. Ouais, l'écologie. Ouais. Ça va être très important, oui, de réussir à s'organiser, à mieux gérer les différents projets, voir leur impact réel. Et pour pouvoir se rendre compte, vraiment, si on a la cartographie devant nos yeux, on va vraiment pouvoir se rendre compte comment mieux gérer l'écologie. Et aussi également sur l'éducation, aussi être plein capable d'autres de secteurs. visualiser tout ce qui se passe dans le monde de l'écologie, de comprendre où se trouvent les projets, ce qu'ils font. Et après, nous, on arrive avec Maïko
pour pouvoir justement mutualiser les coûts Ouais. entre les projets, parce qu'il y a plein de projets qui sortent, mais qui s'arrêtent parce que tout simplement, on n'a plus d'argent, quoi. Alors qu'on est en train de faire exactement la même chose que le voisin, qui a fait la même chose que le C'est voisin ça. d'à côté, qui a fait la même chose que le voisin d'à côté. Et si Et on tout le arrive monde- à tout le monde tous s'est les arrêté. regrouper, Exactement. l'impact sera Ouais. beaucoup plus grand. Ouais. Merci Antoine, en tout cas. Merci à toi, Ouais. c'était un plaisir. Ouais, c'était très sympa, cette petite séance de travail, parce que finalement, nous, on fait ça un peu toutes les Ouais, semaines. c'est ça. Et puis, nous, c'est ça, We Are One, hein, c'est réunir les gens et bosser ensemble et avancer ensemble, et puis vous accompagner au mieux, quoi. Donc, j'espère que ça marchera pour toi. Ouais, mais j'espère aussi. Ouais.